Chapitre 114 lu par Michel, qui traite de l'aventure de la tête enchantée, ainsi que d'autres enfantillages que ne peut s'empêcher de conter. L'hôte de Don Quichotte se nommait donc Don Antonio Moreno. C'était un gentilhomme riche et spirituel, aimant à se divertir, mais avec décence et de bon goût. Lorsqu'il vit Don Quichotte dans sa maison, il se mit à chercher les moyens de faire éclater ses folies, sans toutefois nuire à sa personne, car ce ne sont plus des plaisanteries, celles qui blessent, et il n'y a point de passe-temps qui vaille, et si c'est au détriment d'autrui. La première chose qu'il imagina, ce fut de faire désarmer Don Quichotte, et de le montrer en public dans cet endroit pourpoint, souillé par l'armure, que nous avons déjà tant de fois décrit. On conduisit le chevalier à un balcon donnant sur une des principales rues de la ville, où on exposa au regard des passants et des petits garçons qui le regardaient comme une bête curieuse. Les cavaliers en livrée coururent de nouveau devant lui, comme si c'eût été pour lui seul et non pour célébrer la fête du jour qu'il s'était mis en cet équipage. Quant à Sancho, il était enchanté, ravi, car il s'imaginait que, sans savoir pourquoi ni comment, il avait retrouvé les noces de Camache, une autre maison comme celle de Don Diego de Miranda, un autre château comme celui du duc. Ce jour-là, plusieurs amis de Don Antonio vinrent dîner chez lui. Ils traitèrent tous Don Quichotte avec de grands honneurs, en vrai chevalier errant, ce qui le rendit si fier et si rengorgé qu'il ne se sentait pas d'aise. Pour Sancho, il trouva tant de saillies que les domestiques du logis et tous ceux qui l'entendirent étaient, comme on dit, pendus à sa bouche. Pendant le repas, Don Antonio dit à Sancho : « Nous avons su par ici, bon Sancho, que vous êtes si friand de boulettes et de blanc manger que, s'il vous en reste, vous les gardez dans votre sein pour le jour suivant. »« Non, seigneur, ce n'est pas vrai, répondit Sancho, car je suis plus propre que goulu, et mon seigneur Don Quichotte, ici présent, sait fort bien qu'avec une poignée de noix ou de glands, nous passons à nous deux une semaine entière. Il est vrai que, s'il arrive parfois qu'on me donne la génisse, je cours lui mettre la corde au cou. Je veux dire que je mange ce qu'on me donne, et que je prends le temps comme il vient. Quiconque a dit que je suis un mangeur vorace et sans propreté peut se tenir pour dit qu'il ne sait ce qu'il dit, et je lui dirai cela d'une autre façon, n'était le respect que m'imposent les vénérables barbes qui sont à cette table. Assurément, ajouta Don Quichotte, la modération et la propreté avec lesquelles Sancho mange peuvent s'écrire et se graver sur des feuilles de bronze, pour qu'il en demeure un souvenir éternel dans les siècles futurs. À la vérité, quand il a faim, il est un peu glouton, car il mange des deux côtés, et il avale les morceaux 4 à 4. Mais pour la propreté, jamais il n'est en défaut, et dans le temps qu'il fut gouverneur, il apprit à manger en petite maîtresse, tellement qu'il prenait avec une fourchette les grains de raisin et même ceux de grenade. « Comment » s'écria Don Antonio, « Sancho était gouverneur ?»« Oui, répondit Sancho, et d'une île appelée la Barataria. Je l'ai gouverné 10 jours à bouche, que veux-tu ? En ces 10 jours, j'ai perdu le repos et le sommeil, et j'ai appris à mépriser tous les gouvernements du monde. J'ai quitté l'île en fuyant, puis je suis tombé dans une caverne où je me crus mort, et dont je suis sorti vivant par miracle. » Don Quichotte alors conta par le menu toute l'aventure du gouvernement de Sancho, ce qui divertit fort la compagnie. Au sortir de table, Don Antonio prit Don Quichotte par la main, et le mena dans un appartement écarté, où il ne se trouvait d'autres meubles et d'autres ornements qu'une table en apparence de jaspe, soutenue par un pied de même matière. Sur cette table était posée une tête, à la manière des bustes d'empereurs romains, qui paraissait être de bronze. Don Antonio promena d'abord Don Quichotte par toute la chambre, et fit plusieurs fois le tour de la table. « Maintenant, dit-il ensuite, que je suis assuré de n'être entendu de personne, et que la porte est bien fermée, je veux, seigneur Don Quichotte, conter à votre grâce une des plus étranges aventures ou nouveautés, pour mieux dire, qui se puisse imaginer, mais sous la condition que votre grâce ensevelira ce que je vais lui dire dans les dernières profondeurs du secret. »« Je le jure, répondit Don Quichotte, et pour plus de sûreté, je mettrai une dalle de pierre par-dessus. Sachez, seigneur Don Antonio, Don Quichotte avait appris le nom de son hôte, que vous parlez à quelqu'un qui, bien qu'il ait des oreilles pour entendre, n'a pas de langue pour parler. Ainsi, votre grâce peut, en toute assurance, verser dans mon cœur ce qu'elle a dans le sien, et se persuader qu'elle l'a jeté dans les abîmes du silence. Sur la foi de cette promesse, reprit Don Antonio, je veux mettre votre grâce dans l'admiration de ce qu'elle va voir, et entendre, et donner aussi quelque soulagement au chagrin que j'endure de n'avoir personne à qui communiquer mes secrets, lesquels, en effet, ne sont pas de nature à être confiés à tout le monde. Don Quichotte restait immobile, attendant avec anxiété où aboutirait tant de précautions. Alors Don Antonio, lui prenant la main,
la lui fit promener sur la tête de bronze, sur la table de jaspe et le pied qui la soutenait. Puis il dit enfin: « Cette tête, Seigneur Don Quichotte, a été fabriquée par un des plus grands enchanteurs et sorciers qu'ait possédé le monde. Il était, je crois, polonais de nation et disciple du fameux Escotillo, duquel on raconte tant de merveilles. Il vint loger ici dans ma maison, et pour le prix de 1000 écus que je lui donnai, il fabriqua cette tête qui a la vertu singulière de répondre à toutes les choses qu'on lui demande à l'oreille. Il traça des cercles, peignit des hiéroglyphes, observa les astres, saisit les conjonctions, et finalement termina son ouvrage avec la perfection que nous verrons demain. Les vendredis, elle est muette, et comme ce jour est justement un vendredi, elle ne recouvrera que demain la parole. Dans l'intervalle, votre grâce pourra préparer les questions qu'elle entend lui faire, car je sais par expérience qu'en toutes ses réponses, elle dit la vérité. » Don Quichotte fut étrangement surpris de la vertu et des propriétés de la tête, au point qu'il n'en pouvait croire Don Antonio. Mais voyant quel peu de temps restait jusqu'à l'expérience à faire, il ne voulut pas lui dire autre chose, sinon qu'il lui savait beaucoup de gré de lui avoir découvert un si grand secret. Ils sortirent de la chambre. Don Antonio enferma la porte à clé, et ils revinrent dans la salle d'assemblée, où les attendaient les autres gentilshommes, à qui Sancho avait raconté dans l'intervalle plusieurs des aventures arrivées à son maître. Là se terminèrent les demandes et les réponses, mais non l'admiration qu'emportèrent tous les assistants, excepté les deux amis de Don Antonio qui savaient le secret de l'aventure. Ce secret, si Ahmet Ben Angedi veut sur le champ le déclarer, pour ne pas tenir tout le monde en suspens, et laisser croire que cette tête enfermerait quelque sorcellerie, quelque mystère naturel. Don Antonio Moreno, dit-il, à l'imitation d'une autre tête qu'il avait vue à Madrid, chez un fabricant d'images, fit faire celle-là dans sa maison pour se divertir aux dépens des ignorants. La composition en était fort simple. Le plateau de la table était en bois peint et verni, pour imiter le jaspe, ainsi que le pied qui la soutenait, et les quatre griffes d'aigle qui en formaient la base. La tête, couleur de bronze, et qui semblait un buste d'empereur romain, était entièrement creuse, aussi bien que le plateau de la table, où elle s'ajustait si parfaitement qu'on ne voyait aucune marque de jointure. Le pied de la table également creux répondait, par le haut, à la poitrine et au cou du buste, et par le bas, à une autre chambre qui se trouvait sous celle de la tête. À travers le vide que formaient le pied de la table et la poitrine du buste romain paraissait passer un tuyau de fer blanc bien ajusté et que personne ne voyait. Dans la chambre du bas, correspondant à celle du haut, se plaçait celui qui devait répondre, collant au tuyau tantôt l'oreille et tantôt la bouche, de façon que, comme par une sarbacane, la voix allait de haut en bas et de bas en haut, si claire et si bien articulée qu'on ne perdait pas une parole. De cette manière, il était impossible de découvrir l'artifice. Un étudiant, neveu de Don Antonio, garçon de sens et d'esprit, fut chargé des réponses, et comme il était informé par son oncle des personnes qui devaient entrer avec lui dans la chambre de la tête, il lui fut facile de répondre sans hésiter et ponctuellement à la première question. Aux autres, il répondit par conjecture et comme homme de sens, sensément. Sid Ahmet ajoute que cette merveilleuse machine dura 10 à 12 jours, mais la nouvelle s'étant répandue dans la ville de Don Antonio, que Don Antonio avait chez lui une tête enchantée qui répondait à toutes les questions qui lui étaient faites, ce gentilhomme craignit que le bruit n'en vînt aux oreilles de vigilantes sentinelles de notre foi. Il alla déclarer la chose à messieurs les inquisiteurs, qui lui commandèrent de démonter la figure et n'en plus faire usage, crainte que le vulgaire ignorant ne se scandalisât. Mais, dans l'opinion de Don Quichotte et de Sancho Panza, la tête resta pour enchanter, répondeuse et raisonneuse, plus à la satisfaction de Don Quichotte que de Sancho. Les gentilshommes de la ville, pour complaire à Don Antonio et pour fêter Don Quichotte, ainsi que pour lui fournir l'occasion d'étaler en public ses extravagances, résolurent de donner, à 6 jours de là, une course de bagues. Mais cette course n'eut pas lieu, par une circonstance qui se dira plus loin. Dans l'intervalle, Don Quichotte prit fantaisie de parcourir la ville, mais à pied et sans équipage, craignant, s'il montait à cheval, d'être poursuivi par les petits garçons et les désœuvrés. Il sortit avec Sancho et 2 autres domestiques que lui donna Don Antonio. Or il arriva qu'en passant dans une rue, Don Quichotte leva les yeux et vit sur une porte en grandes lettres « Ici on imprime des livres ». Cette rencontre le réjouit beaucoup, car il n'avait vu jusqu'alors aucune imprimerie, et il désirait fort savoir ce que c'était. Il entra avec tout son cortège et vit composer par-ci, tirer par-là, corriger, mettre en forme, et finalement que tous les procédés dont on use dans les grandes imprimeries. Don Quichotte s'approchait d'une casse, et demandait ce qu'on y faisait. L'ouvrier lui en rendait compte, le chevalier admirait et passait outre. Il s'approcha entre autres
d'un compositeur et lui demanda ce qu'il faisait. « Seigneur, répondit l'ouvrier en lui désignant un homme de bonne mine et d'un air grave, ce gentilhomme que voilà a traduit un livre italien en notre langue castillane, et je suis à le composer pour le mettre sous presse. Quel titre a ce livre demanda Don Quichotte. Alors l'auteur, prenant la parole, « Seigneur, dit-il, ce livre se nomme en italien le Bagatelle. » Et que veut dire le bagatelle en notre castillan demanda Don Quichotte. Le bagatelle, répondit l'auteur, signifie les bagatelles. Et, bien que ce livre soit humble dans son titre, il renferme pourtant des choses fort bonnes et fort substantielles. Je sais quelque peu de la langue italienne, dit Don Quichotte, et je me fais gloire de chanter quelques stances de l'Aristote. Mais dites-moi, Seigneur, et je ne dis point cela pour passer examen de l'esprit de votre grâce, mais par simple curiosité. Avez-vous trouvé dans votre original le mot pignata? Oui, plusieurs fois, répondit l'auteur. Et comment le traduisez-vous en castillan demanda Don Quichotte. Comment pourrais-je le traduire répliqua l'auteur, autrement que par le mot marmite? Mort de ma vie, s'écria Don Quichotte, que vous êtes avancé dans l'idiome toscan. Je gagerai tout ce qu'on voudra, l'italien dit piace. Votre grâce met en castillan plaît, et que vous traduisiez più par plus, sous par en haut et giu par en bas. Précisément, dit l'auteur, car ce sont les propres paroles correspondantes. Eh bien, j'oserais jurer, s'écria Don Quichotte, que vous n'êtes pas connu dans le monde, toujours revêche à récompenser les esprits fleuris et les louables travaux. Oh, que de talents perdus, que de vertus méprisées, que de génies incompris. Cependant, il me semble que traduire d'une langue dans une autre, à moins que ce ne soit des reines de toutes les langues, la grecque et la latine, c'est comme quand on regarde les tapisseries de Flandre à l'envers. On voit bien les figures, mais elles sont pleines de fils qui les obscurcissent et ne paraissent point. Mais dites-moi, je vous prie, ce livre s'imprime-t-il pour, avec l'uni et la couleur de l'endroit? D'ailleurs, traduire d'une langue facile et presque semblable, cela ne prouve pas plus de l'esprit et du style que copier et transcrire d'un papier sur l'autre. Je ne veux pas conclure néanmoins que ce métier de traducteur ne soit pas fort louable, car enfin l'homme peut s'occuper à de pires choses, et qui lui donnent moins de profit. Il faut retrancher de ce conte les deux fameux traducteurs, Christoval de Figueroa, dans son Pastor Fido, et Don Juan de Jauregui, dans son Aminta, où, par un rare bonheur, l'un et l'autre mettent en doute quelle est la traduction. Quel est l'original? Mais, dites-moi, je vous prie, ce livre s'imprimera-t-il pour votre compte, ou bien avez-vous rendu le privilège à quelques libraires? C'est pour mon compte qu'il s'imprime, répondit l'auteur, et je pense gagner 1000 ducats pour le moins, sur cette première édition. Elle sera de 2000 exemplaires qui s'expédieront à 6 réaux pièces en un tour de main. Votre grâce me semble loin du compte, répliqua Don Quichotte. On voit bien que vous ne connaissez guère les rubriques des imprimeurs et les connivences qu'ils ont entre eux. Je vous promets qu'en vous voyant chargé de 2000 exemplaires d'un livre, vous aurez les épaules moulues à vous en faire peur, surtout si ce livre a peu de sel et ne vaut pas grand-chose. Comment donc, reprit l'auteur, vous voulez que j'en fasse cadeau à quelques libraires, qui me donnera 3 maravedis du privilège, et croira me faire une grande faveur en me les donnant? Nenni, je n'imprime pas mes livres pour acquérir de la réputation dans le monde, car j'y suis déjà connu. Dieu merci par mes œuvres. C'est du profit que je veux, sans lequel la renommée ne vaut pas une obole. Que Dieu vous donne une bonne chance, que Dieu vous donne bonne chance, répondit Don Quichotte. Et il passa à une autre casse. Il vit corriger une feuille d'un livre qui avait pour titre « Lumière de l'âme ». Voilà, dit-il, des livres qu'il faut imprimer, bien qu'il y en ait beaucoup de la même espèce. Car il y a beaucoup de pêcheurs qui en ont besoin et il faut singulièrement de lumière pour tant de gens qui en manquent. Il poussa plus loin et vit que l'on corrigeait un autre livre dont il demanda le titre. C'est, lui répondit-on, la seconde partie de l'ingénieur Hidalgo Don Quichotte de la Manche, composé par un tel bourgeois de Tordesillas. Ah, j'ai déjà connaissance de ce livre, répondit Don Quichotte, et je croyais en mon âme et conscience qu'il était déjà brûlé et réduit en cendres par ses impertinences. Mais la Saint-Martin viendra pour lui, comme pour tout cochon. Les histoires inventées sont d'autant meilleures, d'autant plus agréables, qu'elles s'approchent davantage de la vérité ou de la vraisemblance, et les véritables valent d'autant mieux qu'elles sont plus vraies. En disant cela et donnant quelques marques de dépit, il sortit de l'imprimerie. Le même jour, Don Antonio résolut de les mener voir les galères qui étaient amarrées à la plage, et ce qui réjouit beaucoup Sancho, car il en avait vu de sa vie. Don Antonio informa le chef.
Le soir venu, on mena promener Don Quichotte, non point armé, mais en habit de ville, avec une houppelande de drap fauve sur les épaules, qui aurait fait par ce temps-là suer la glace même. Les valets de la maison étaient chargés d'amuser Sancho de manière à ne pas le laisser sortir. Don Quichotte était monté non sur Rocinante, mais sur un grand mulet d'une allure douce et richement harnaché. On mit la houppelande au chevalier, et sans qu'il le vît, on lui attacha sur le dos un parchemin où il était écrit en grandes lettres « Voilà Don Quichotte de la Manche ». Dès qu'on fut en marche, l'écriteau frappa les yeux de tous les passants, et comme il lisait aussitôt « Voilà Don Quichotte de la Manche », Don Quichotte s'étonnait de voir que tous ceux qui le regardaient passaient, le connussent et l'appelassent par son nom. Il se tourna vers Don Antonio qui marchait à ses côtés et lui dit « Grande à la prérogative qu'enferme en soi la chevalerie errante, puisqu'elle fait connaître celui qui l'exerce et le rend fameux par tous les pays de la terre. Voyez un peu, seigneur Don Antonio, jusqu'aux petits garçons de cette ville me reconnaissent sans m'avoir vu. » Il en doit être ainsi, seigneur Don Quichotte, répondit Don Antonio. De même que le feu ne peut être enfermé ni caché, de même la vertu ne peut marquer d'être connue. Et celle qui s'acquiert par la profession des armes brille et resplendit par-dessus toutes les autres. Or, il arriva que, tandis que Don Quichotte marchait au milieu de ses applaudissements, un Castillan, qui lut l'écriteau derrière son dos, s'approcha et lui dit en face « Diable soit de Don Quichotte de la Manche, comment as-tu pu arriver jusqu'ici sans être mort sous la multitude infinie de coups de bâton dont on a chargé tes épaules? Tu es un fou, et si tu l'étais à l'écart, pour toi seul, enfermé dans les portes de ta folie, le mal ne serait pas grand, mais tu as la propriété contagieuse de rendre fou tous ceux qui ont affaire à toi. Qu'on voit plutôt ces seigneurs qui t'accompagnent. Va-t'en, imbécile, retourne chez toi, prends soin de ton bien et de ta femme et de tes enfants, et laisse là ces billes versées qui te rongent la cervelle et te dessèchent l'entendement. Frère, répondit Don Antonio, passez votre chemin et ne vous mêlez point de donner des conseils à qui ne vous en demande pas. Le seigneur Don Quichotte est parfaitement dans son bon sens, et nous qui l'accompagnons ne sommes pas des imbéciles. La vertu doit être honorée en quelque part qu'elle se trouve. Maintenant, allez à la malheur, et tâchez de ne pas vous fourrer où l'on ne vous appelle point. Pardieu, votre grâce a bien raison, répondit le Castillan, car donner des conseils à ce brave homme, c'est donner du poing contre l'aiguillon. Et cependant, cela me fait grande pitié de voir le bon esprit de cet imbécile, dit-on, montre en toute chose, que cet imbécile, dit-on, montre en toute chose, se perdre et s'écouler par la fêlure de la chevalerie errante. Mais que la malheur dont votre grâce m'a gratifié soit pour moi et pour tous mes descendants, si désormais, et dussé-je vivre plus que Mathusalem, je donne un conseil à personne, quand même on me le demanderait. Le conseiller disparut et la promenade continua. Mais il vint une telle foule de polissons et de toutes sortes de gens pour lire l'écriteau que Don Antonio fut obligé de l'ôter du dos de Don Quichotte, comme s'il en eût ôté toute autre chose. La nuit vint, et l'on regagna la maison, où il y eut une grande assemblée de dames, car la femme de Don Antonio, qui était une personne de qualité belle, aimable, enjouée, avait invité plusieurs de ses amis pour qu'elles vinssent faire honneur à son hôte et s'amuser de ses étranges folies. Elles vinrent pour la plupart, on soupa splendidement, et le bal commença vers 10 heures du soir. Parmi ces dames, il s'en trouvait 2 d'humeur folâtre et moqueuse, qui, bien qu'honnêtes, étaient un peu évaporées et dont les plaisanteries amusaient sans fâcher. Elles s'évertuèrent si bien à faire danser Don Quichotte qu'elles lui exténuèrent non seulement le corps, mais l'âme aussi. C'était une chose curieuse de voir que la figure de Don Quichotte, long, fluet, sec, jaune, serré dans ses habits maussades, et de plus nullement léger. Les demoiselles lui lançaient comme à la dérobée des œillades et des propos d'amour. Et lui, aussi comme à la dérobée, répondait dédaigneusement de leurs avances. Mais enfin, se voyant assailli et serré de près par tant d'agaceries, il leva la voix et s'écria « Fugite, partes adversoe. Laissez-moi dans mon repos, pensée malvenue. Arrangez-vous, mesdames, avec vos désirs, car celle qui règne sur les miens, la sans pareille Dulcinée du Toboso, ne permet pas à d'autres que les siens de me vaincre et de me subjuguer. » Cela dit, il s'assit par terre au milieu du salon, brisé et moulu d'un si violent exercice. Don Antonio le fit emporter à bras dans son lit, et le premier qui se mit à l'œuvre fut Sancho. « Hola, seigneur mon maître, dit-il, vous en êtes joliment tiré. Est-ce que vous pensiez que tous les braves sont des danseurs et tous les chevaliers errants des faiseurs d'entrechats? Pardieu, si vous l'aviez pensé, vous étiez bien dans l'erreur. Il y a tel homme qui s'aviserait de tuer un géant plutôt que de faire une cabriole. Ah, s'il avait fallu jouer à la savate, je vous aurais bien remplacé,
car pour me donner du talon dans le derrière, je suis un aigle, mais pour toute autre danse, je n'y entends rien. » Avec ces propos et d'autres encore, Sancho fit rire toute la compagnie, puis il alla mettre son seigneur au lit en le couvrant bien pour lui faire suer les fraîcheurs prises au bal. Le lendemain, Don Antonio trouva bon de faire l'expérience de la tête enchantée. Suivi de Don Quichotte, de Sancho, de 2 autres amis et des 2 dames qui avaient si bien exténué Don Quichotte au bal et qui avaient passé la nuit avec la femme de Don Antonio, il alla s'enfermer dans la chambre où était la tête de bronze. Il expliqua aux assistants la propriété qu'elle avait, leur recommanda le secret et leur dit que c'était le premier jour qu'il éprouvait la vertu de cette tête. À l'exception des 2 amis de Don Antonio, personne ne savait le mystère de l'enchantement, et si Don Antonio ne l'eût d'abord découvert à ses amis, ils seraient eux-mêmes tombés, sans pouvoir s'en défendre, dans la surprise et l'admiration où tombèrent les autres, tant la machine était fabriquée avec adresse et perfection, enchantée. Le premier qui s'approcha l'oreille de la tête fut Don Antonio, lui-même. Il lui dit d'une voix soumise, mais non si basse pourtant que tout le monde ne l'entendit. « Dis-moi, tête, par la vertu que tu possèdes en toi, quelle pensée ai-je à présent ?» Et la tête répondit sans remuer les lèvres, mais d'une voix claire et distincte, de façon à être entendue de tout le monde. « Je ne juge pas des pensées. » À cette réponse, tous les assistants demeurèrent stupéfaits, voyant surtout que, dans la chambre, ni autour de la table, il n'y avait pas âme humaine qui pût répondre. « Combien sommes-nous ici » demanda Don Antonio. « Vous êtes, lui répondit-on lentement et de la même manière, toi et ta femme, avec 2 de tes amis et 2 de ses amis, ainsi qu'un chevalier fameux appelé Don Quichotte de la Manche, et un sien écuyer qui a nom Sancho Panza. » Ce fut alors que redoubla l'étonnement. Ce fut alors que les cheveux se hérissèrent d'effroi sur tous les fronts. Don Antonio s'éloigna de la tête. « Cela suffit, dit-il, pour me convaincre que je n'ai pas été trompé par celui qui t'a vendu. Tête savante, tête parleuse, tête répondeuse et tête admirable. Qu'un autre approche et lui demande ce qu'il voudra. » Comme les femmes sont généralement empressées et curieuses de voir et de savoir, ce fut une des amies de la femme de Don Antonio qui s'approcha la première. « Dis-moi, tête, lui demanda-t-elle, que ferais-je pour être très belle ?»« Sois très honnête, lui répondit-on. »« Je n'en demande pas plus, reprit la questionneuse. Sa compagne accourut aussitôt et dit : « Je voudrais savoir, tête, si mon mari m'aime bien ou non. »« Vois comme il se conduit, répondit-on, et tu connaîtras son amour à ses œuvres. » La mariée se retira en disant : « Cette réponse n'avait pas besoin de question, car effectivement ce sont les œuvres qui témoignent du degré d'affection de celui qui les fait. » Un des 2 amis de Don Antonio s'approcha et demanda : « Qui suis-je » On lui répondit : « Tu le sais. »« Ce n'est pas cela que je te demande, reprit le gentilhomme, mais que tu dises si tu me connais. »« Oui, je te connais, répondit-on, tu es Don Pedro Noriz. »« Je n'en veux pas savoir davantage, répliqua Don Pedro, car cela suffit pour m'apprendre aux têtes que tu sais tout. » Il s'éloigna. L'autre ami vint et demanda à son tour : « Dis-moi, tête, quel désir a mon fils, l'héritier du majorat ? » « J'ai déjà dit, répondit-on, que je ne juge pas des désirs. Cependant, je puis te dire que ceux qu'a ton fils sont de t'enterrer. »« C'est cela, reprit le gentilhomme, ce que je vois des yeux. Je le montre du doigt, je n'en demande pas plus. » La femme de Don Antonio s'approcha et dit : « En vérité, tête, je ne sais que te demander. Je voudrais seulement savoir de toi si je conserverai longtemps mon bon mari. »« Oui, longtemps, lui répondit-on, parce que sa bonne santé et sa tempérance lui promettent de longues années, tandis que bien des gens accourcissent la leur par des dérèglements. » Enfin Don Quichotte s'approcha et dit : « Dis-moi, toi qui réponds, était-ce la vérité, était-ce un songe ce que je raconte comme m'étant arrivé dans la caverne de Montesinos ? Les coups de fouet de Sancho, mon écuyer, se donneront-ils jusqu'au bout ? Le désenchantement de Dulcinée s'effectuera-t-il ? Quant à l'histoire de la caverne, répondit-on, il y a beaucoup à dire. Elle a de tout, du faux et du vrai. Les coups de fouet de Sancho iront lentement. Le désenchantement de Dulcinée arrivera à sa complète réalisation. Je n'en veux pas savoir davantage, reprit Don Quichotte. Pourvu que je vois Dulcinée désenchantée, je croirai que tous les bonheurs désirables m'arrivent à la fois. Le dernier questionneur fut Sancho. Et voici ce qu'il demanda. Est-ce que, par hasard, tête, j'aurai un autre gouvernement ? Est-ce que je sortirai du misérable état d'écuyer ? Est-ce que je reverrai ma femme et mes enfants ? On lui répondit : Tu gouverneras dans ta maison, et, si tu y retournes, tu verras ta femme et tes enfants. Et si tu cesses de servir, tu cesseras d'être écuyer. Pardieu, voilà qui est bon, s'écria Sancho. Je me serais bien dit cela moi-même, et le prophète Pero Grullo
ne dirait pas mieux. Bête que tu es, reprit Don Quichotte, que veux-tu qu'on te réponde? N'est-ce pas assez que les réponses de cette tête concordent avec ce qu'on lui demande? Si fait, c'est assez, répliqua Sancho, mais j'aurais pourtant voulu qu'elle s'expliquât mieux et m'en dît davantage.